Je vais appeler donc sur scène Kenny Matampache, le Swami Vitama Amondana, le Cheikh Bentounès et Éric Julien, ainsi qu'Anne de Constantin pour la table ronde suivante. Je voudrais qu'on remette l'écran un instant en régie pour vous montrer ce que Anne a commenté ce matin, ce qu'elle n'avait pas montré, si on peut mettre la vidéo un instant. Le fameux dessin que Anne vous a montré ce matin, cette ouverture, voyez-vous. Là, eh bien, Anne, vous avez commenté ce matin ce dessin qu'elle a composé, puisqu'elle est artiste de formation, ce dessin de cette ouverture vers l'infini dont elle a parlé ce matin. Voilà, donc tu veux peut-être en dire un mot ou on va directement à la table ronde? On va s'asseoir là-bas, nous. Oui. Est-ce que tout le monde est là? Non. Si, tout le monde est là. Il ne manque plus que toi, Anne. Voilà, donc il ne manque plus que toi. Donc on va aller s'asseoir. Donc nous allons maintenant couper la vidéo pour ne pas gêner et prendre place ici. Voilà. Donc, alors ce que nous allons maintenant demander en plusieurs... il y a une place, Anne, ici. C'est ta place, Anne. Tu as ta place. Ce que nous allons maintenant demander à chacun des intervenants, c'est d'abord de se présenter. Vous n'avez pas le casque? I will say in English, okay. I want to introduce yourself, not only what you are, but what is your tradition? What is the tradition you came from? Oui. Anne va nous dire un petit mot d'abord. Je pensais que c'était, pour conclure ce colloque, important d'écouter les différentes façons dont tous ces différents pays vivent leur spiritualité. On a parlé beaucoup de théories, de comment la science pouvait atteindre le vivant, etc. Et là, maintenant, on va voir dans la réalité de la vie de tous les jours comment c'est vécu. Et je pense que ça va être passionnant. Alors, je vais commencer par demander à chacun de se présenter. J'ai mon collègue, je suis obligée de lui demander d'être en paix avec lui. Hein? Alors, je lui demande de tout le temps son avis. Mais là, je vais demander à chacun de se présenter. Et on va commencer par le Cheikh Bentounès, qui est là-bas. Merci. J'ai le micro. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Juste avant de me présenter, je voudrais remercier les organisateurs pour cette journée qui a été pour moi, en tous les cas, c'est mon opinion personnelle, véritablement un réenchantement, mais aussi une crainte de l'urgence dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. Je représente la tradition spirituelle musulmane. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous donner une belle leçon du vivre ensemble de l'Inde. Merci de votre franchise. Je connais ce pays, je l'ai visité il y a très longtemps. Et ce que vous dites est vrai. Cette cohabitation interreligieuse, intertradition, est une réalité, même avec les défauts que vous avez présentés. Et la tradition soufie nous rappelle une chose essentielle, qui, tout d'abord, le monde est comme un métier à tisser. Et la science, en tous les cas
les astrophysiciens nous ont fait un très beau cadeau en nous montrant l'histoire, la genèse de l'univers, et en la condensant dans un temps microscopique, c'est-à-dire l'échelle d'un mois et l'échelle d'une journée, l'homme, effectivement, n'est rien, puisque nous vivons que les dernières minutes ou les dernières secondes, c'est tout depuis que nous sommes présents sur cette terre. Donc ce métier à tisser de l'univers ou des univers nous échappe. Nous sommes dans un va-et-vient entre des fils de différentes couleurs, de différentes structures qui font ce va-et-vient de la vie, entre la mort et la vie, les uns après les autres, le minéral, le végétal, l'animal, et enfin l'homme. Et l'homme ne réussit pas à atteindre cette perfection qui est l'humanité, qui est d'être humain, de porter en lui l'humanité. Et la tradition soufie nous rappelle que c'est d'abord en tant qu'être que chacun de nous doit réaliser. La connaissance, c'est la réalisation du projet de l'humain en nous. Donc, ce tapis qui défile, ces fils qui se tissent, ce métier à tisser qui, avec nous ou sans nous, continuera, tisse notre histoire, l'histoire des univers, y compris l'histoire de l'humanité. Comment, aujourd'hui, nous pouvons permettre à cette histoire de se dérouler pour que l'œuvre, parce que ce n'est pas nous qui avons la vision sur l'œuvre, nous avons la vision du passé. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous n'avons pas l'histoire de l'avenir. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que l'humanité d'aujourd'hui et de demain? Et c'est là où l'urgence devient un impératif. Est-ce que chacun de nous est capable d'être le porteur, le géniteur, le semeur de la paix et de l'humanité? Est-ce que chacun de nous a assez de place dans son cœur pour avoir de la générosité pour son prochain? Est-ce que chacun de nous est capable de tisser les liens avec les siens, le prochain, le proche et le lointain? Est-ce que chacun de nous est capable de pouvoir, sans communautarisme, prier, méditer, se relier? Toute la question est là. La paix, la générosité, le lien et la relation à l'absolu. Comment réaliser ces 4 points importants dans une humanité en souffrance? Des millions de gens aujourd'hui. L'urgence, elle est là, elle crève les yeux. C'est des millions de gens dont les pays sont ruinés. Des États entiers sont détruits. Et nous ne savons pas sur quoi nous allons. Nous venons de passer une année 2015 qui a été marquée par le sang, même ici à Paris. Qui nous dit qu'en sortant d'ici, nous n'allons pas être les victimes de cette violence qui devient la seule réponse chez nos jeunes? La seule et unique réponse. Mais ces jeunes, leur modèle, il est où? Où l'ont-ils pris? Dans la religion? Certainement pas. Certainement pas. Toutes les traditions nous ont laissé une sagesse énorme. Nous avons vu défiler aujourd'hui même des textes anciens, des textes du 15e, du 16e, du 17e siècle, des philosophes, etc., d'une tradition. Mais toutes les traditions nous ont amené une sagesse, nous ont appris la mesure, la voie du milieu, la voie de la tempérance, la voie de l'espérance, etc. Donc, toutes ont venu humaniser notre animalité, humaniser notre violence héritée d'un passé animal, puisque nous faisons partie de la création, donc nous avons dans nos gènes à la fois le minéral, le végétal,
l'animal, et l'homme est en train de se faire de seconde en seconde, à l'échelle cosmique, c'est de seconde en seconde. Donc nous sommes loin d'avoir réalisé le sens d'une humanité. Nous cherchons Dieu. Nous fuyons de lui vers lui. Nous fuyons de lui vers lui. C'est-à-dire, l'univers est en expansion. Il fuit l'origine. Cette poignée, comme l'a dit la sagesse traditionnelle Sophie, en disant que Dieu a pris une poignée de sa lumière et il lui a dit « sois ». Et elle fut. Et cette poignée de lumière, la douleur de la séparation, l'a fait, cette douleur de la séparation, l'a fait bouillir, l'a fait d'elle une condensation, cette peine de la séparation, l'a fait à la fois se rétrécir et après s'éclater comme si elle pleurait en sanglots. Et elle a fait l'univers, l'espace et le temps. Donc poétiquement, il nous donne une image, la séparation de notre origine première qui est la lumière, est la cause de notre quête permanente d'un bonheur perdu. Je crois que j'arrêterai là pour laisser un peu la parole aux autres. Thank you. I would like to stand. Do you mind? But I would like to do a benediction for you all. It's a pleasure to be here. I feel your warmth and I'm grateful, I'm delighted. It's fantastic to see all of you here. And I would like to share a Maasai benediction. You can stand if you feel, or you can sit if you feel. You'll only answer Nai. As I continue, just say Nai, okay? You can stand. Nai jo yoga ngolon. Nai. Jo yoga ngema. Jo yoga ngare. Jo yoga seriani. Tare nebo yok. Owe nikiti. Bonga yok. Ndana bo. Kiromo noye. Tushukunye. Tabo dare yok. Tata. Metabeki. Ankaya long. Nai ashe. Sit down. Thank you. As I say, I'm really grateful to be here, and I thank the organizers, those who sponsored this, and those who made me to be here. I also thank all the great minds that made us through the whole morning up to now. And I thank all those who have been referred through studies, the biologists, the physicians. I see quotation from several of them. Some are dead, some are alive. I thank them all. It is transmission of knowledge, passing on the knowledge to generation and generations. This is what we want. This is what we are missing. I come from Kenya. I'm a Maasai. We believe and we live on cultural values, which are human values, which are getting lost in this world. And that's why where we are now. We have no values. We have no respect to the values that make us what we are. And I want us to reflect every time we talk, every time we think, every time we study, that what are the values that we honor, that we respect, and we have those values, and we really value them. What's life, after all? Is it being rich? Is it having a big car? No, life is happiness, humility, being together, being in relationship with others, not being alone. You can have the whole world, but you're not happy.
but you can have nothing, but you're happy because you have relationship with other people. I think this is the moment. This is the moment that we all call upon to make this world a better place for us all. Not for a few, but for everybody else. I think it's a big call. It's a quiz to start thinking critically. It's a time for critical consciousness. Yes, there must be something that has happened, that's happening, that's making you to click, to start thinking, to start questioning situation. And we should not fear. We should not sit on the fence and watch things happening. Because we are co-creators. We are made in the image of Almighty, the Spirit. We have that power to change. We have that power to say no. We have that power to challenge situations. But we fear. The problem is the fear itself, the fear in you. You dare not to say it. We think about the food chain. You know what it does to our bodies. You know who does it. You know who kills us. You don't speak about it. Why do you sit on it? And yet you know it. You talk about the water. When I was young, I go to the river, and I drink water straight from the river. What I do now, we are buying it. Is it pure? It's not pure. We manipulate everything. The food we eat goes to our bodies. What does it happen? What happens to our bodies? The junk food, junk body, junk thinking, junk minds. We become violent because of the food we eat, because of the water we drink. Think critically about these simple issues that determines our destiny, that determines our life, that make us what we are. Think about the generation. Think about the young children. What kind of life are they going through? What future are we building on for them? Is this the future we want the world to be tomorrow? We're in a crisis. You know, and I know it. Speak out. Speak the truth. Because it's only the truth that can liberate you and me. If we don't, remember, we have only one planet that is habitable, the Earth. The only one. Why is our friend, the guy who talked about the stars? And this planet, we are all in a space, what do you call this, ship. If we don't take care of it, what will happen? Don't point a finger to anyone. Because if you point a finger, 3 fingers are pointing at you. You are 3 times that one finger you point to. Take a position of the truth all the time. That is the only way this world can change. Scientists, we appreciate what they do. But I would like us to be very critical, not to manipulate anything, not to manipulate nature, because nature is our life. Nature is our connection. It's there that we get the power, the spirit, to be what we are. My big concern is about the environment. And the environment, because it is the mother of us all. I know the primary people, Sekogis, and the rest. They know it. But they are not recognized. They are not recognized. But I tell you, my friend, my brother, my sister, that we have stories to tell. We have stories to save the world. Give us a chance, and we'll let you know the secret of life. Thank you.
Friends, I've been asked to speak in English, though I can speak in French. My French may not be audible, doesn't matter. My friend, my brother has shown me the way. You must stand up and speak. That goes to the heart. So, I am an Indian. I belong to an ancient tradition of order of monks known as Vedic tradition or Vedantic tradition. Also, it is known as Sanatana Dharma in Sanskrit. Sanatana Dharma means ancient religion. Now, how this ancient religion has progressed in everyday life, we will come to the point a little later. I am a monk of the Ramakrishna order. The founder of this order is known as Ramakrishna Paramahamsa. He had 16 disciples. Among them, Swami Vivekananda was the foremost. It is he who brought Vedantic ideals or Vedic ideas to the Western world. In 1893, he appeared before the Parliament of Religions. It was he who first showed to the whole world all religions are true, all religions lead us to the same goal. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity in our everyday life, here itself. How it can be done? Now, the ancient religion is divided into 4 groups. Generally, it is known as yoga. First is yoga of karma, means action. Every action that we do, need us to open up ourselves to everyone, everywhere, in all domains of life. It has to come from the heart. The love has to flow through it. So that is the first yoga. This yoga of action leads every individual to yoga of love. One develops pure love. It is the pure love that liberates the intellect. Every individual is capable of getting concentrated, efficacious in every activities of life when this intelligence is liberated from the conditions, contractions, and limitations. Then it is this that leads to the concentration. Concentration makes every individual efficacious in every area of life. Now this yoga is called Raja Yoga, yoga of concentration. Then the 4th yoga is called yoga of knowledge. When the intellect is purified, liberated from the conditions, limitations, control, one is able to know the reality. One is able to know oneself, one is able to know others as well. The whole world becomes one's own. We have a beautiful saying in Sanskrit, Vasudeva Kutumbakam. The whole world is one family. It is my family. I belong to that family. Thereby, whatever may be the religious differences does not appear at all. One is able to accept, one is able to tolerate. Then, also, this Vedic tradition tells us, Ekam Sat Vipraha Bahudha Vadanti. In Sanskrit, the truth is one. These sages or seers, or let us call them as spiritual scientists, each scientist declares the truth according to his understanding or comprehension. For that matter, truth does not belong to one category of life only or one's understanding only. Truth is truth. It cannot be divided. So what we call God, it is that reality. Then how we monks are trained. We have 9 years of formation.
first 3 years is something like novitiate. We are novices. Then we have a intense program of training. We are being trained not only in Hindu tradition, also we are being trained to other traditions like Islam, like Christianity and all that. Our founder also had practiced Islam. He was initiated by a Sufi. And he was initiated by a Christian. He practiced Christianity. And when he practiced, he was very, very concentrated. The whole heart was there in the practice. And he realized, yes, what is called truth is that. People may call it in different names. So, there comes Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti. This is what our founder of the organization, Ramakrishna Paramahamsa, has taught us. So that is why we are being trained in all domains of faiths, different, not only Hindu traditional practices, Islam and Christianity. Where many times we are invited to mosques. We go with free heart. There is no problem at all in entering a mosque, sitting with Muslims, praying or whatever it is. Here in France itself, we have what is called interreligious group. It is called DIM, the Dialogue Interreligieux Monastic. I am the member of that group. Most of them are Benedictine monks, Benedictine sisters, and also sometimes we have Muslim friends coming to our meetings. We have Buddhists with us. In our meeting, we don't find any kind of difference or misunderstanding. Nothing is there. So this is how we are able to live cooperatively with right understanding. So this is due to our training. Now we have intense training in our headquarters for 2 years in all branches of knowledge. Then we are made to live a strict life, disciplined life. The body, mind is strictly disciplined. This disciplined life helps us to open up ourselves, our intelligence, our understanding to everyone in every area of life. Then comes what is called, we are initiated into sannyasa. Sannyasa means, it does not mean that giving up everything, the whole world, and retiring oneself to a cave or a forest, sitting in meditation and getting lost. No. Whatever we have known, it must be shared with co-beings. So this is how we have been trained to share all that we have with, what we have developed ourselves with our co-beings. So here, this training has helped us to accept everyone without any kind of restriction, condition, or whatever it is, hesitation. We are free, heart is open. We are very, very freely able to mix up with everyone, every society. There is no distinction between the West and the East. Very easily we are able to integrate ourselves with the society. I live here in France. The place is called Gretz. We have a center or an ashram called Centre Vedantic Ramakrishna. We have all faiths there. We all live together. The different religious traditions is not a problem for us. We are able to understand each other. Everyone has the freedom to do or practice according to personal needs and temperament. It is just 40 kilometers from this place, suburban of Paris. So I'm here in France for the past 25 years. I don't find any difficulty in integrating myself with the society. I accept every French as my own, as I accept every Indian as my own. So this is due to the training that we had in our early life. Thank you all.
Bonsoir. Je m'appelle Éric Julien, j'habite dans la Drôme, département ou région de la France dans lequel, avec un ami qui est présent ici ce soir, Thierry, nous avons créé une aventure humaine qui s'appelle l'école de la nature et des savoirs. Et l'idée de cette école, c'était de tenter de retrouver des liens d'alliance avec la vie et le vivant. Et comment retrouver des liens d'alliance avec le vivant hors de la nature. Donc, le territoire où nous avons ancré ce projet abrite des loups, abrite des lynx, abrite des cerfs, abrite quelques hommes, abrite des chasseurs aussi, abrite des moutons. Bref, la nature. Il y a un monsieur qui a eu un prix Nobel il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Jean-Marie Gustave Leclésio qui disait « On ne naît pas indien, on le devient ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis 30 ans, j'essaye de cheminer aux côtés de ceux qu'on a appelés les peuples racines, archaïques, primitifs, sous-développés, naturels, autochtones. La diversité des qualificatifs qu'on utilise pour les désigner montre bien la difficulté que nous avons à nous relier avec cette altérité-là. Ce sont 300 millions de personnes aujourd'hui, réparties dans 77 pays. René Char les appelait les invisibles, ceux que l'on ne voit que lorsque notre développement un peu insensé et très mortifère vient taper à leur porte pour un barrage, pour une ligne électrique, pour une route ou pour des minerais. En 1985, il y a 30 ans, j'étais jeune et gentil, je suis parti faire de la montagne en Colombie, dans une montagne qui s'appelle la Sierra de Santa Marta. J'ai eu un œdème pulmonaire et des représentants de ces peuples racines, archaïques, premiers, traditionnels, nature, ont eu la gentillesse de me ramasser et de me sauver la vie. C'est comme ça que j'ai rencontré les Indiens Koigi, société de 15 000 personnes qui seraient les derniers héritiers des grandes sociétés précolombiennes du continent sud-américain. C'est l'opportunité de discuter avec des Mayas, des Incas et leur vision du monde. Aujourd'hui, je pense qu'on est, et ils pensent qu'on est, à l'aube d'une mutation. Ça a été bien dit de différentes manières. Avec cette question de savoir, face à l'embranchement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on choisit? On verra, l'histoire nous le dira. Je résume cette mutation de la manière suivante. Mutation vers le troisième monde. On pourrait dire que le premier monde, c'était le temps où nos arrière, je ne sais pas jusqu'où il faut aller, grands-parents vivaient en harmonie avec la nature. Alors, entendons-nous bien, ce n'était pas forcément par choix, mais pour survivre, pour donner un sens, pour se soigner, il fallait trouver une alliance avec la nature et le vivant. C'est la plus grande période de notre histoire humaine. Et les 300 millions de personnes, quand je vous évoque les peuples racines témoins, sont les témoins de ce premier monde aujourd'hui dans nos sociétés. Ils vivaient en alliance avec le vivant, ça veut dire qu'il n'y avait pas cette relation sujet-objet, c'était à la fois les sujets et à la fois les objets, parce que nous sommes vivants. Et puis arrive le deuxième monde. Le deuxième monde, il se caractérise par j'ai envie de presque dire une larme. C'est comme si on avait enlevé la lettre S sur la phrase « L'homme est la nature » et « L'homme est la nature ». Et sans que ce soit une critique, mais juste une remarque, c'est toujours intéressant de parler de nature dans un lieu où la nature, à part la nature humaine, peut-être n'est pas présente. C'est difficile. Donc on a fait l'homme, l'humain, puis on a fait un pas comme ça, puis on a dit là, ça c'est la nature. D'ailleurs, on ne l'a pas appelé nature, on l'a appelé environnement, ce qui veut bien dire le ministère de ce qui est autour de nous, mais qui ne nous concerne pas, ou qui ne nous concerne plus. Rupture. Je pense que c'est la rupture anthropologique majeure de nos sociétés. Le vivant est devenu un concept, un paysage, une notion esthétique, source de matières premières, un domaine de loisirs pour les stations de ski, ce qui explique les accidents, parce que ce n'est pas un stade, une montagne, c'est une zone de nature, justement. Mais plus du tout quelque chose qui nous traverse, qui nous fait vivre, auquel on appartient. Il y a un mot que j'ai noté ce matin qui m'a bien plu, la nature apprenante, avec laquelle on est en lien dans une transformation réciproque, conscience, nature, nature, conscience. On a complètement rompu. Perte de sens, éclatement des savoirs, on parlait de l'arbre des savoirs, déséquilibre majeur, santé, environnement, je ne vais pas vous les lister, maladie, désespérance. Lorsque 2 Indiens Koigi sont venus en France une fois, je les ai emmenés en Savoie, et il y a des tunnels sur la route pour aller en Savoie. Et à l'entrée du tunnel, ils étaient dans la voiture, j'ai bien senti qu'il y avait un petit problème pour entrer dans le tunnel. On est passé dans le tunnel et à la sortie, l'un des deux me demande « Pourquoi vous faites des trous dans la terre comme ça ?» C'est pour aller plus vite.
lui réponge, c'est pour gagner du temps, voilà, ça évite de faire le tour. Il laisse passer un long moment de silence et il me dit, mais vous voulez aller jusqu'où plus vite? C'est une question embarrassante. Une question embarrassante parce qu'en fait, ces sauvages, archaïques, primitifs, sous-développés, nous posaient la question du sens. Or, finalement, quel sens propose-t-on aux générations qui viennent derrière? Combler le trou de la sécurité sociale? Monter ou baisser le taux directeur de la Banque Centrale Européenne? J'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 18 ans. À quoi j'ai envie de donner de l'espoir aujourd'hui? Et si ce n'est pas nous qui marchons un peu devant, au minimum par l'âge et l'ancienneté, qui pouvons donner ce sens, c'est qui? Les Kogi, les Indiens Kogi et bien d'autres, et merci de votre témoignage, nous font une drôle de proposition. Ils m'ont dit il n'y a pas très longtemps, si on continue sur cette voie-là, ça va être compliqué. Vous, les hommes modernes, vous risquez bien d'avoir quelques soucis, mais nous, les Indiens, on ne va pas durer longtemps non plus. On ne va pas pouvoir tenir cette histoire. Voilà ce qu'on vous propose. Nous vous proposons d'entrer en dialogue. Ils appellent ça Zigoneshi. Nourrir ce qui se situe entre les parties. C'est pour ça que la notion de relation a toujours été sacralisée. Parce qu'elle n'est pas ignorable. La relation est sacrée. Voilà ce qu'ils nous proposent. 5 siècles de colonisation et de domination, la maltraitance, et pourtant, ils reviennent vers nous en disant « Et si on essaie de se parler pour inventer ensemble, premier monde, les peuples reliés, deuxième monde, la modernité, le troisième monde. On ne va pas revenir en arrière, on ne peut pas rester dans le deuxième. Il y a quelque chose du troisième à inventer qui va naître du dialogue. » Mais alors là, j'aurais envie de reprendre le dessin que Anne nous a présenté ce matin. C'est pas grave, on l'a à peu près en tête et puis il était présenté dehors. Vous vous rappelez ce cercle? Nous avons placé, vous vous rappelez ou pas? Nous avons placé les peuples racines primitifs, archaïques, sous-développés comme étant derrière, au fond. Vous voyez, il y a les peuples racines, puis il y a une espèce d'échelle de temps comme ça, qui nous mettrait, nous, en pays développés. C'est quand même extraordinaire. Nous serions développés, et ces sociétés-là, merci, voilà le cercle, c'est gentil. Et ces pays-là ne seraient pas développés. Je vous propose de changer la ligne, le temps linéaire, qui hiérarchise en mettant les témoins archaïques de ce que nous ne sommes plus, et nous qui maîtrisons des concepts et la science serions ceux qui amèneront la raison et qui comprendrions ce qui se joue, par ce cercle. Parce que, justement, est-ce qu'on aura l'audace, mais l'audace pratique, que ces deux histoires, celle de la terre et de la vie, et notre histoire moderne, osent fondamentalement, réellement, humainement, de scientifique à scientifique, dialoguer. Et alors, pourquoi le cercle est ouvert? Parce que, enfin c'est mon interprétation, parce qu'on ne sait pas ce que sortirait de ce dialogue. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à imaginer. La nature et surgissement, aurons-nous l'audace de la rencontre pour ce surgissement du troisième monde, c'est-à-dire de se parler sans savoir ce que nous allons trouver. Ça a été comme ça qu'est née l'Europe. Les fondateurs de l'Europe ont accepté de se rencontrer, de se parler, pour faire émerger quelque chose qui, jusqu'à présent, nous a permis de ne pas vivre la guerre sur le territoire européen. Je mets de côté les institutions européennes qui nous emmèneraient dans un trop grand débat. Je terminerai sur cette audace du dialogue par 3 petits jalons. Le premier jalon, faudrait, et c'est ce que me rappelle pour moi ce cercle, garder en tête l'humilité. Garder en tête l'humilité, ça veut dire que ceux qui ont fait de la montagne, ou ceux qui ont été en mer, ou ceux qui ont été dans le désert ou dans la forêt, savent très bien que quand la mer est déchaînée, on ne se met pas devant la mer en lui disant « Toi, ma cocotte, je vais te mater. Je vais te contrôler, je vais te rentrer dans un tableau Excel. » S'il n'y a pas l'humilité de l'alliance, l'ami dont je parlais tout à l'heure reconnaîtra ses propos, de surfer sur l'énergie de la vie comme on surfe sur une vague, le bateau va disparaître. Aura-t-on cette humilité? Je ne sais pas. Deuxième petit jalon, je dirais l'esprit de l'enfant. Nous sommes confrontés à un moment de notre histoire où nous devons imaginer ce que nous ne savons pas encore. Qui, mieux que l'enfant qui s'étonne du monde et de la vie, peut faire ce travail? On ne va pas redevenir enfant, mais est-ce qu'on aura l'audace de déconstruire, de laisser surgir ce qu'on ne connaît pas? L'enfant est capable de ça. Les plus grands chamans que je connais sont des enfants malicieux, des poètes malicieux.
laisser surgir l'enfant, ce qui va nous permettre de voir ce qui est essentiel au regard de ce qui est important. Et je terminerai par un troisième jalon, si vous le voulez bien. Celui-là est pour moi le plus important. Et je crois que c'est quelque chose qui nous réunit tous. Vous allez me dire après. Imaginez 3 Indiens Kogi, pieds nus, avec leurs habits traditionnels, qui sont invités au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères. C'est là où la France reçoit les délégations. Nos 3 amis montent l'escalier. Nous sommes reçus dans le hall d'honneur. Donc il y a 3 gardes républicains à droite, 3 gardes républicains à gauche, petite délégation, peu de gardes républicains, et nous rentrons dans la salle d'accueil des délégations. Si je vous résume la réunion, c'est une non-rencontre. Les gens qui nous accueillent disent aux Kogi « Vous vivez un génocide ». C'était filmé par une caméra de France 5, donc je pense que c'est des diplomates, ils savent ce qu'ils disent. Vous n'avez qu'à remplir le dossier 647B, qui, s'il est un peu bien instruit, pourra être déposé au bureau 67C, et d'ici quelques mois, vous aurez une réponse. Nous sortons de la salle. Je vous résume. L'un des 3 Kogi à qui nous n'avons rien traduit me dit « C'était comment ?» Comme ci, comme ça, on était encore dans le ministère. Et là, essayez de vous projeter sous les ordres de la République, nous revenons dans le hall, et nous sommes en train de nous saluer en disant « Merci madame, c'était formidable. Merci monsieur, merci d'être venu. » Et là, l'un des 3 Kogi, je le vois s'en aller discrètement, comme ça sur le côté, arriver sur un endroit, il y a une espèce de canapé avec des beaux pelochons de fil doré, beaux pelochons, prendre un pelochon sur le dos et s'en aller vers la sortie. L'air de rien. Alors là, la dame qui me disait au revoir, je vois son regard, comment dirais-je, un moment d'égarement, et elle suit le pelochon qui va vers la sortie, comme ça. Et je vois le garde républicain à qui on n'avait pas dû dire dans la liste des tâches à faire lorsque le personnel s'en va avec le matériel. Et là, qu'est-ce que je fais? Comment dirais-je? Un grand moment de poésie. Donc, notre ami Kogi arrive sur le pas de la porte du quai. Et là, je me dis, s'il fait un pas de plus, il est cuit. Il a fait ça, il l'a posé, et il a dit, c'est pour rire. Et je pense que si nous voulons inventer cette 3e voie, nous devons en rire ensemble. Merci. Je crois que chacun de vous a dit l'essentiel, mais il nous reste un tout petit peu de temps. Qui voudrait encore dire un peu plus, comme dernier message à tous? Chir, je suis sûre que vous avez encore un mot à dire. Hein? Je vous connais. Une minute. Je voudrais... Moi, j'ai une rencontre juste après celle-là avec 900, 800 personnes pour fêter le Mouloud, c'est-à-dire la nativité du prophète. Et je voudrais leur communiquer la joie de ce moment. On parlait de spiritualité, on a parlé de science, et comment science et conscience, science et spiritualité, c'est un état d'être. Comment cette réunion nous a pacifiés, pour ne pas dire unis. Elle nous a pacifiés. On sort, on est capable de rire. Et ça, c'est important. Et je voudrais partir d'ici avec ce message. Et je souhaiterais que chacun de vous aussi, là où il va, qu'il amène la bonne nouvelle. Et nous avons déposé au niveau de l'ONU, à New York, un dossier pour une journée mondiale de vivre ensemble. Vous savez qu'il y a le 21 septembre de chaque année, la journée de la paix. Nous voulons lui associer à la journée de la paix et du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ce n'est pas juste un concept. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous n'avons pas où aller, les uns par rapport aux autres. Mais il y a le faire ensemble, et ça, c'est la volonté de chacun d'entre nous. Comment apprendre à nos enfants le vivre ensemble et le faire ensemble pour construire un avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Et ça, c'est le message le plus important. Donc, j'espère,
Nous sommes en train de récolter des signatures et j'espère obtenir auprès de vous une signature pour remettre ce dossier au mois d'avril, mai à New York. Nous l'avons remis à l'occasion de l'UCOSOC en mars dernier et nous sommes attendus par le secrétariat de l'UCOSOC au niveau des Nations Unies, du secrétariat général, pour remettre le maximum de signatures, pour savoir si on a du poids, si on peut convaincre les nations, les États à adopter lors de la conférence internationale pour rajouter à la journée de la paix, rajouter le vivre ensemble. Et je crois que nous sommes embarqués aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vers un avenir incertain. Mais nous pouvons, par notre faculté, par notre conscience intérieure, soit voir l'avenir en noir, dans le pessimisme total, et nous savons tous que nous allons y aller en baissant les bras, soit avec un optimisme raisonné, pas un optimisme béat. Peace and love, ça c'est juste des chimères. Les hommes sont les hommes. L'homme est un problème pour l'homme. Comment apprendre à vivre ensemble, dialoguer ensemble, créer des liens, créer des ponts, au lieu de créer des murs? Comment apprendre à créer des liens de cœur à cœur, de culture à culture, de religion à religion, de spiritualité à spiritualité, pour le profit de tous, le cercle de la fraternité. Donc c'est une question de système. Passer du pyramidal au cercle. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est la synergie. Passer du pyramidal au cercle. Il n'y a plus aucun leader, quel qu'il soit, religieux, politique, idéologique, scientifique, spirituel, qui peut dire « je suis au sommet ». C'est impossible aujourd'hui. Il y a un éveil, un nouvel éveil qui va habiter les consciences. Plus nous tardons, plus nous paierons le prix. Il est certain que plus nous tardons à prendre cette conscience d'un cercle de la fraternité, d'un cercle de la qualité, d'un cercle des valeurs, plus nous attendrons, plus nous paierons le prix. Je ne sais pas si moi ou vous, ou une personne ici, verra ce jour, mais contribuer, je vous en prie, que chacun de nous fasse l'effort qu'il faut. Merci beaucoup. I think this is great again. This is the beginning. And as I said, time is now. You really have not to wait. In fact, it is very impressive to see spirituality, science together discussing. It's an opening. It's a chance. Don't let the chance go by. You have to hold it, because this is a question that is being asked by everybody else. When and how can we do it? It is possible. Only you can take a step and take a stand and say, yes, we can do it, and it can happen. Thank you. The subject is science and spirituality. According to Vedantic tradition, there is no difference between science and spirituality. Vedanta tradition or Vedanta conception is both metaphysics, the science of metaphysics and science of physics. So for the Indian tradition, there is no problem at all in accepting scientific values in every areas of life. Now, according to Vedantic tradition, how
life has emerged. In the beginning, it is all pure consciousness itself. It is this pure consciousness, it is not static, it is also dynamic. Now, this dynamic aspect is described as the harmony of pure energy itself. It is the luminosity itself. It is the beauty itself. It is love itself. It is intelligence itself. It is knowledge itself. It is bliss itself. So these 7 aspects put together expresses itself as pure consciousness. Then how does the life come out? Now, every life, wherever it is, either in the cosmos, either on this earth, has 5 elements: ether, air, water, fire, and matter. Now, these 5 elements are used for every creation. Take, for example, a bioplasm in a mother's womb contains all these 5 elements. So, in the same way, every life has these 5 elements in one way or other, but then the difference depends upon the 3 forces. One force is called the equilibrium, that which brings about equilibrium. Second is action. Every matter needs to be pushed forward or formulated in a particular way. So this aspect is called action. Third aspect is the aspect of hardening. So every life has these 3 aspects. Now you say there are differences in different kinds of life that is expressed in the world. It is due to, let us say, genetic factor. Genetic factor also is dominated by these 3 forces. So 5 elements are there, the 3 forces are there, that brings about the difference according to genetic factors. So that is why we find the difference in the expression of life. Otherwise, what I have already mentioned, these 7 aspects are eternal for every life, for everywhere, in everything, and it is these 7 aspects that unites us all. It is the life force, it is the force of love. Thank you all. Alors, Eric, à toi. Pour être court, j'aurais envie de partager 2 petites choses de conclusion. La première, c'est que je suis, comme être humain, en tout cas comme humain qui tente d'être, très touché par cette circulation de parole et cette capacité qui paraît anodine, cette qualité que vous nous avez offert, que la parole circule, soit écoutée et partagée. C'est un magnifique cadeau et je voulais vous en remercier. La deuxième chose, c'est que pour ces sociétés racines dont font partie les Kogi, tout vient de la mer. Mer, M-E-R-E, mer, M-E-R. C'est l'eau et sa mémoire qui portent la vie. Et ça les intrigue beaucoup de les voir comment on maltraite l'eau, parce que pour eux, cette violence qu'on fait à l'eau, mer, M-E-R-E, M-E-R, est donc une violence qu'on refait vis-à-vis de nous, sachant qu'ils nous disent souvent « Mais te rappelles-tu où tu as grandi avant de naître, si ce n'est dans l'eau du ventre de ta maman ?» Et je leur ai demandé « Mais la mémoire de l'eau, alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils m'avaient dit « C'est une évidence, mais vous n'êtes pas encore prêt à comprendre. » Voilà. Je laisse aux spécialistes apprécier ces archaïques qui nous ont transmis cette information, avec lesquels peut-être on saura rentrer en dialogue. C'est peut-être pour ça, peut-être pour l'eau, avec les gens qui ont la gentillesse de cheminer sur cette histoire, on a décidé d'envoyer un petit bateau en Colombie, un petit bateau de 6,50 m, c'est pas grand, qui est skippé par un marin. Sur la grand voile de ce bateau, il y a marqué Zigoneshi, donc il y a marqué dialogue, paix. Le premier bateau ou les premiers bateaux qu'on a envoyés vers les côtes sud-américaines n'ont pas permis une rencontre des plus florissantes.
On a retrouvé des archives dans lesquelles les Indiens de l'époque accueillaient les conquistadors en leur disant « Vous pouvez vivre ici en paix. Les terres sont suffisamment vastes pour que nous puissions vivre en fraternité. » La réponse a été exécution sommaire et ce n'est toujours pas terminé. Donc le fait de renvoyer un bateau en portant sur la grand voile en a été un peu ballot la première fois. Si on pouvait se parler comme frères et comme humains, les coquilles doutent un peu encore. L'histoire n'est pas facile pour eux, mais ils sont prêts à l'accueillir. Et alors, la deuxième partie de ce bateau, c'est que quand j'ai expliqué ça à une amie, elle s'appelle Dora, c'est la plus grande collectionneuse d'objets précolombiens en Europe, elle est belge. Elle me dit « Ah bon ? Eh bien, ce bateau, il va ramener un trésor. » « Ah bon ?» Et je dis en réponse. Donc, collectionneuse, elle avait acheté 35 ans plus tôt un vrai trésor, une couronne, un pectoral, des bracelets, etc., qu'une Colombienne lui avait vendu en lui disant « Si vous ne les achetez pas, ce sera fondu et ça servira aux dentistes pour faire des plombages. » Alors, elle s'est dit « C'est quand même dommage. » Elle les a achetés, elle les a mis dans un carton. Et 35 ans ont passé. Ces objets sont ressortis, elle me les a donnés, je suis un peu encombré avec ça. Et il faut qu'ils rentrent là-bas. Bien sûr, on peut voir ça juste comme des objets en or. Mais c'est toute la question, j'ai l'impression, qui est au cœur de nos échanges. Comment accompagner ce basculement matérialiste, puisque l'or est avant tout chez nous une valeur économique, de lui redonner sa valeur spirituelle, qui est peut-être l'attente, l'appel, quelque part, qu'on va réussir ou tenter de nourrir pour écrire la suite de l'histoire. C'est un petit bateau, mais si on embarque tous dedans spirituellement, je suis sûr qu'il va arriver de l'autre côté. Merci. Alors voilà, nous arrivons au bout de cette journée. Je vais demander à Jean-François Lambert, à Béatrice Milbert, à tous les intervenants, Michael Denton, Philippe Clayton, Mario Bourgard, Trinh Xuan Tuan, qui le père Magnin a dû repartir à cause de ses grandes fonctions. Non, on va prendre une photo tous ensemble ici et on va dire juste un petit mot de Anne et de Jean-François et de conclusion et de moi-même avant de vous libérer après cette très très belle journée. Donc voilà, on va réunir tous les intervenants sur scène. Venez avec nous. Et alors donc ceux qui le veulent peuvent avoir ce document sur la pétition du Cheikh Bentounès dont il vous a parlé. Il est disponible donc à la sortie pour justement créer cette journée mondiale de la paix. Voilà, venez donc Emmanuel Ransford, j'avais oublié Emmanuel bien sûr, toutes mes excuses. Emmanuel Ransford aussi, Tuan. Voilà. Alors, donc je vous disais que cette journée, on l'a dit au début, Luc Montagnier aussi, bien sûr, Luc, absolument. Donc, on se met tous de façon à être visible. Voilà, Eric. Alors, Luc, professeur Montagnier. Oui, absolument. Donc, vous savez que cette journée a été préparée depuis un certain nombre de mois. C'était un grand défi, un grand challenge. Et donc, c'est vraiment issu de la collaboration que nous avons eue, Anne de Constantin et Guichard et moi-même. Donc, on va maintenant avoir un petit mot de conclusion de Anne, de Jean-François et de moi-même. Et après, on va remercier tous ces extraordinaires intervenants que nous avons eus pour cette journée incroyable. Anne, à toi un petit mot. C'est ce qu'a dit Éric Julien qui va me servir de souhait. Eh bien, c'est qu'on puisse transformer tout ce qui est matière en lumière spirituelle. Merci. Jean-François. Une citation qui est une vanne et une citation petit clin d'œil à Jean. La vanne, c'est Woody Allen. Marx est mort. Dieu est mort. Et moi-même, je ne me sens pas très bien. J'espère que, après une journée comme celle-ci, vous vous sentirez mieux. La citation plus sérieuse, c'est la fin d'un très beau livre qui s'appelle Terre des Hommes, d'Antoine de Saint-Exupéry. Le dernier chapitre, c'est dans ce dernier chapitre qu'il est dans un wagon, dans un train, où il voit des petits gamins, pas très en forme, mais où il a cette phrase, c'est Mozart qu'on assassine. Et la dernière phrase de Terre des Hommes, c'est « Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme ».
Merci. Alors voilà, c'est donc le moment de se quitter. Je peux dire que c'est une très très grande joie pour moi d'avoir pu, avec l'aide donc de Anne et de Jean-François, vous faire partager tous ces formidables intervenants que nous allons maintenant remercier par un très grand applaudissement. Mais avant, je vais vous dire que mon idée, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un tableau pointilliste. Vous savez, ce genre de tableau, il y a plein de petits points, on voit rien de près, mais quand on se recule, on dit, ah oui, ça c'est un bateau, ou ah, ça c'est un arbre, ou ça c'est un visage, voyez-vous. Vous avez eu des choses très très différentes aujourd'hui. Et pourtant, derrière tout cela, il y a une cohérence, certes floue, c'est des gens différents qui ont parlé de choses parfois très différentes, et pourtant, je vous dis qu'aujourd'hui, on a fait peut-être un tableau pointilliste du réenchantement du monde, c'est ce que j'espère en tout cas.